19h passées de quelques secondes. Merci de nous rejoindre sur Al24 News pour ce bulletin complet de l'information à la une de l'actualité. Deuxième jour de trêve à Gaza, la résistance palestinienne prend le contrôle du temps et retarde la phase 2 de l'échange de prisonniers. Raison invoquée, non-respect des termes de l'accord du côté sioniste. Et puis retour dans ce journal sur le premier jour de trêve, les 39 détenus palestiniens libérés, de retour chez eux. Entre soulagement et tristesse, ils attendent des jours meilleurs. Le président sahraoui Ibrahim Ghali réaffirme la nécessité de continuer la lutte pour la liberté dans le cadre de l'accomplissement du devoir national. En Afrique, élu au premier tour, André Rajoelina reconduit pour un second mandat à la tête de Madagascar. L'opposition crie au scandale. Madame, Monsieur, bonsoir. La résistance palestinienne décide donc de retarder la libération des prisonniers de guerre dans le cadre du deuxième jour de trêve humanitaire. Raison invoquée, non-respect des termes de l'accord conclu avec l'entité sioniste pour l'échange de détenus de part et d'autre. Rappelons que la journée d'hier a vu l'échange de prisonniers négociés entre la résistance et l'entité sioniste s'effectuer tout au long de l'après-midi et une bonne partie de la soirée. Pas moins de 39 détenus palestiniens, dont 24 femmes et 15 enfants, ont été libérés contre 13 prisonniers du côté sioniste. Des détenus palestiniens ont été libérés donc par l'occupant sioniste dans le cadre d'un accord d'otages conclu entre la résistance palestinienne et l'entité sioniste. Une trêve de 4 jours qui a apporté un apaisement, mais aussi son lot de tristesse. Iman Merat. Au deuxième jour de l'accord conclu entre Hamas et l'entité sioniste, entre soulagement et tristesse, les cœurs des prisonniers palestiniens libérés oscillent. Depuis vendredi, 39 Palestiniens emprisonnés injustement ont été libérés. Marah Bkir, âgée de 24 ans, est la première prisonnière à être libérée dans le cadre de cet accord. Placée en isolement depuis le 7 octobre dernier, Marah raconte le cauchemar vécu dans les geôles sionistes. La question de l'isolement cellulaire est une question énorme, d'autant plus qu'ils m'ont séparée des autres filles du quartier et j'ignorais ce qui s'y passait. Cela nous affecte grandement, surtout en tant que prisonnière de haute sécurité palestinienne. Mais en même temps, lorsque la personne a foi en Dieu, tout devient plus facile et grâce à Dieu, les choses se sont bien passées. Kousseï Takatka, un autre prisonnier libéré, savoure son petit déjeuner auprès de sa famille. C'est un sentiment indescriptible, Dieu merci. Je suis parmi ma famille et parmi ma mère et mon père. Cela signifie tout pour moi. Dieu merci en tout cas. C'est avec beaucoup d'émotion que Hanan, la mère de Kousseï, décrit ce moment tant attendu. C'est la meilleure sensation au monde. J'imagine ce moment depuis 1 an et 4 mois, que Kousseï soit là et je lui prépare le petit déjeuner. Avant, quand je préparais le petit déjeuner, je voyais une chaise vide. Mais c'est le moment que j'ai toujours souhaité, qu'il soit là. Dieu merci, aujourd'hui est le plus beau jour. Cette libération n'est que justice rendue aux prisonniers palestiniens injustement enfermés, une joie entachée du sang des Palestiniens tombés en martyrs.
En Palestine, notre joie n'est pas complète. Nous sommes heureux que nos enfants soient libérés, mais notre joie n'est pas complète. Tout d'abord, nos familles, nos enfants et nos bien-aimés à Gaza sont pleins de sang. Nous sommes certes très heureux pour nos enfants, mais cela a un prix. Il y a eu des enfants qui sont morts et des personnes qui ont été déplacées. Donc notre bonheur et notre joie ne sont pas complets. Selon le même accord, la libération des prisonniers palestiniens devrait prendre fin lundi prochain, au même titre que la trêve. Je vous le disais tantôt, 39 détenus palestiniens qui croupissaient dans les geôles sionistes depuis de longs mois pour certains ont été libérés. L'attente a été longue devant la prison de Gofer en Cisjordanie occupée. Mais quel fut le soulagement des Palestiniens à l'accueil des prisonniers, en particulier les familles qui ont vécu des moments de stress intense durant les heures qui ont précédé leur libération. Et les corps de plus de 110 Palestiniens retenus par l'entité sioniste ont pu être enterrés dans un cimetière de la ville de Khan Younes au sud de Gaza, après que l'armée d'occupation sioniste ait envahi l'hôpital Shifa et saisi les corps il y a environ une semaine de cela. Les corps proviendraient de l'hôpital Shifa et de Beit Hanoun, dans le nord de Gaza. Ils ont été restitués par l'entité sioniste aux autorités palestiniennes en début de semaine. La libération des corps a tout de même été retardée par l'armée d'occupation sous prétexte de vérification des corps en question. Nous avons déplacé les corps à 23 heures du côté israélien qui sépare Gaza du sud. Nous avons été surpris qu'ils les aient transportés dans des conteneurs. On était contraints de les déplacer dans nos camions pour les transporter. Ils nous ont dit qu'il y avait 110 cadavres provenant de deux endroits de l'hôpital à Shifa et Beit Hanoun. Et dans le quartier de Shoujaï, l'une des cibles qui caractérise le mieux l'acharnement sioniste contre Gaza depuis le 7 octobre dernier. Plusieurs corps ont été retrouvés sous les décombres. Des sources médicales à Gaza ont annoncé vendredi soir l'arrivée des corps de 7 martyrs brûlés suite au bombardement à l'hôpital de Shuhada al-Aqsa, après avoir été retrouvés dans une zone proche du sud de la ville de Gaza. C'est malheureusement le sort réservé à de nombreuses victimes depuis le début de l'agression sioniste contre Gaza. Au total, et selon le bureau d'information gouvernemental palestinien, près de 7000 corps de Palestiniens sont déclarés disparus. Parmi eux, au moins 4700 femmes et enfants. Et la région de Jabalia au nord de Gaza est elle aussi témoin de la barbarie sioniste. Depuis le 7 octobre dernier, elle fait l'objet d'un pilonnage sans précédent de la part de l'armée d'occupation sioniste. Et ce n'est qu'un vaste champ de ruines que les Palestiniens ont retrouvé en ce deuxième jour de trêve. Reportage signé Amal Amzian Zitouni à suivre juste après. Plus aucun tir ou presque depuis vendredi matin au sud de la bande de Gaza. Le calme est revenu mais il reste précaire. Le fracas de la guerre, du génocide et des crimes à tout va ont été remplacés par les klaxons des embouteillages et les sirènes des ambulances. Des déplacés sortent en masse des hôpitaux où ils avaient trouvé refuge. Ils commencent à rentrer chez eux. Dans le quartier de Khouza'a à Khan Younes, Tahani An-Najjar, mère de 5 enfants, s'est rendue sur les ruines de sa maison détruite, récupérer du bois, des vêtements ou tout ce qui restait de son passé. Quand ils nous ont dit qu'il y avait une trêve, nous sommes venus voir nos maisons. Nous sommes arrivés à cela, comme vous le voyez, à une destruction complète. Chaque guerre, des maisons sont détruites. Jusqu'à quand resterons-nous comme ça? Jusqu'à quand souffrirons-nous de la destruction des Nakba? Près de 7 membres de ma famille sont morts, ainsi que nos voisins, nos proches et beaucoup d'êtres chers. Ils sont tombés tous en martyrs, enterrés sous les décombres de cette maison.
Il s'agit de la première trêve depuis le 7 octobre dernier, date du début du génocide sioniste sur Gaza. Une trêve qui vient à point nommé soulager des millions de Palestiniens. Tout le monde était content quand nous avons entendu parler de la trêve de 4 jours. Cela signifie que nous pouvons rentrer chez nous et voir ce qui s'est passé là-bas. Les 48 derniers jours ont été vraiment longs pour nous. Nous souffrions à l'école. Il n'y avait ni électricité ni eau et les maladies étaient endémiques. Quand nous sommes revenus, nous avons constaté que toutes les maisons avaient été détruites. Mais je préfère planter une tente devant chez moi plutôt que de vivre ailleurs. J'espère que le cessez-le-feu pourra durer éternellement parce que nous sommes fatigués d'une vie pareille. Dans ce génocide contre Gaza, plus de 60% des unités résidentielles de l'enclave ont été touchées par les bombardements, allant de la démolition totale à la démolition partielle. 266 écoles, 88 mosquées et 46 000 maisons ont été totalement détruites. Et après de longues semaines d'attente, d'extrême détresse, les habitants de Gaza ont été soulagés d'apprendre que plusieurs camions transportant toutes sortes d'aides humanitaires sont arrivés au sud de l'enclave, même si les besoins réels exprimés sur place restent bien en deçà du niveau d'aide disponible qui ne dépasse pas les 5% de ce qui est nécessaire à la survie des Gazaouis en ce moment. Rappelons par ailleurs que selon les termes de l'accord, 130 000 litres de carburant diesel, 4 camions d'essence et 200 camions d'aide humanitaire devraient entrer chaque jour à Gaza durant ces 4 jours de trêve. Nous restons dans la partie sud de Gaza, plus exactement à Rafah, près de la frontière avec l'Égypte. Et là-bas, des Palestiniens prennent leur mal en patience en attendant l'arrivée du gaz butane, devenu indispensable à la survie en ces temps de crise humanitaire, alimentaire aiguë à Gaza. Malheureusement, nous avons été surpris par le propriétaire de la station-service qui nous a dit qu'il n'y avait pas d'essence et qu'il n'aimait pas les 65 shekels que le gouvernement lui avait offerts et qu'il devait s'en tenir à ce prix. Que devons-nous faire en tant que citoyens ? La cuisson au gaz est essentielle pour tous les habitants de Gaza. Personne ne peut cuisiner ou faire quoi que ce soit sans gaz. Nous espérons qu'ils nous fourniront du gaz dans les 2 prochains jours, d'autant plus que nous avons entendu dire que 85 tonnes de gaz avaient été livrées. Tous les habitants espèrent et sont prêts à recevoir du gaz pour faciliter leur vie. Depuis le début de la trêve et jusqu'à aujourd'hui, nous attendons le gaz et il n'est pas encore arrivé. Et malgré la précarité de cette trêve et les scènes de désolation empreintes d'une profonde tristesse qui règne dans tout Gaza, la vie retrouve néanmoins ses couleurs en ce 2e jour de cessez-le-feu provisoire. C'était le cas notamment à Khan Younes où les Palestiniens ont afflué vers les marchés pour tenter tant bien que mal de s'approvisionner en produits maraîchers. Je vois que la situation est bien meilleure qu'avant. Nous avons commencé à avoir des légumes que nous ne pouvions pas trouver avant la trêve. Il y avait des zones que nous ne pouvions pas atteindre. Maintenant, il est plus facile d'y accéder, de sorte que les gens ont réussi à acheter des légumes. Aujourd'hui, les prix sont inférieurs à ceux d'avant. Il n'y avait pas de marchandises avant, donc les prix étaient élevés. C'est normal. Les prix d'aujourd'hui sont inférieurs à ceux d'hier. Les marchandises sont plus disponibles qu'à l'époque de la guerre. Nous sommes satisfaits de la trêve. Elle a donné aux gens l'occasion de respirer un peu. Nous espérons que le carburant augmentera et que nos frères du centre de Gaza pourront rentrer chez eux et continuer leur vie normalement. Nous espérons que la trêve se poursuivra et que les souffrances de la population seront moindres.
Il s'appelait Shamar Abouroub. Ce médecin palestinien de 25 ans a été assassiné par les forces sionistes en Cisjordanie occupée. Ce samedi, plusieurs personnes ont assisté à son cortège funèbre. Selon l'agence de presse palestinienne Wafa, le docteur Abouroub avait été tué par balle par les forces de l'occupation lors d'un raid à Qabatia, au cours duquel son frère Mohamed, également médecin, avait été quant à lui blessé. Cisjordanie, toujours, l'occupant sioniste a mené une nouvelle vague d'arrestations. Les forces armées sionistes ont arrêté 5 civils palestiniens dans différentes régions. Des sources locales ont affirmé que les forces d'occupation ont arrêté un jeune homme à Jénine, un autre à Hébron, un à Qalqilia et 2 dans la vallée du Jourdain après avoir perquisitionné et fouillé les maisons de leurs parents. Par ailleurs, le camp de réfugiés d'Askar, à l'est de la ville de Naplouse, a fait l'objet d'une descente militaire. À noter enfin que l'armée d'occupation a pris d'assaut plusieurs maisons et a arrêté de nombreux citoyens dans la même région. Voilà en ce qui concerne ce deuxième jour de trêve à Gaza, la suite de l'actualité avec la Tunisie qui continue d'afficher son soutien aux Palestiniens. Le président tunisien Kais Saïed a renouvelé le refus de son pays de qualifier la résistance palestinienne de terrorisme, je cite, lors de sa rencontre vendredi avec le Premier ministre, la ministre de la Justice et la ministre des Finances. Kais Saïed a mis en garde contre le fait de qualifier les mouvements de résistance palestiniens de terroristes, à l'instar de ce que l'Occident avait déjà fait avec le mouvement de libération en Algérie, Tunisie ou encore au Maroc. Le monde appelle à ce que la Palestine soit libérée. La question concerne toute la Palestine. On entend Free Palestine dans les 4 coins du monde, de Washington en passant par l'Espagne. Tous les mouvements libérateurs dans le monde ont de tout temps été considérés comme des mouvements terroristes. La preuve en est que même dans les années 50, consultez les archives des journaux et vous verrez que les Tunisiens qui cherchaient à se libérer du colonialisme et libérer la Tunisie étaient considérés comme terroristes. En Algérie aussi, le Front de Libération Nationale était des terroristes selon eux. Ils demandent leur liberté et ils sont qualifiés de terroristes. Au Vietnam, des terroristes aussi, parce que tout simplement, ils demandent leur liberté. Mais ceux qui sont sous le protectorat des Occidentaux, ce sont eux qui sont considérés comme des gens sages et civilisés. Et dans un tout autre registre, Kais Saïed a souligné la nécessité de lutter contre le financement étranger des associations et des partis afin de préserver la souveraineté nationale et d'éviter toute ingérence dans les affaires tunisiennes. C'est une question de très grande importance. Nous qui vivons un moment historique et passons ce tournant majeur, on n'a pas le droit de décevoir les Tunisiens. On ne pourra jamais négocier notre souveraineté. Et cette question du financement extérieur, il existe des associations qui reçoivent des financements de l'étranger. Ils reçoivent des milliards chaque année qui sont reversés aux partis politiques. Une organisation a reçu en 2023 plus de 2 millions de dinars. Et ils osent parler de la société civile. L'heure est venue d'ailleurs pour plusieurs experts de changer leur façon de voir les choses, qui est en relation avec le champ politique national et la société civile. Diplomatie algérienne à présent, le ministre algérien des Affaires étrangères a été reçu vendredi par le président de la République de Sierra Leone, Julius Maada Bio, en marge de sa participation en qualité de représentant du président algérien Abdelmadjid Tebboune aux travaux du sommet africain sur la réforme du Conseil de sécurité.
À cette occasion, Hamada Attaf a transmis au président de Sierra Leone les salutations du chef de l'État algérien et lui a exprimé sa volonté de poursuivre le travail de concert avec lui pour consolider les relations qui lient les deux pays à tous les niveaux, d'autant plus que les deux pays représenteront le continent africain en leur qualité de membres non pas permanents du Conseil de sécurité à partir du 1er janvier 2024. Sahara occidentale, lors de son discours à l'occasion de l'ouverture de la 3e session ordinaire du secrétariat national du Polisario, le président sahraoui Ibrahim Ghali a considéré que toute inaction ou laxisme dans l'accomplissement du devoir national constituerait un échec et une trahison envers les efforts de l'armée et envers les martyrs sahraouis, soulignant par la même occasion la nécessité d'adhérer aux liens de l'unité et de continuer sur le chemin de la lutte jusqu'à ce que la liberté et la dignité soient atteintes et que la souveraineté soit achevée sur l'ensemble du territoire. Il avait prédit une lourde défaite à ses opposants. À Madagascar, le président sortant André Rajoelina, 49 ans, affiche une assurance crâne renforcée par sa victoire pour un second mandat dès le premier tour avec 58,95% des voix. Mohamed Wali Ben-Shaban. Après sa réélection pour un nouveau mandat, les Malgaches ont exprimé leur volonté de poursuivre sur la voie de la continuité et la stabilité. André Rajoelina a été reconduit dès le premier tour de l'élection présidentielle avec une victoire éclatante, remportant 58,95% des suffrages. Cette année, au premier tour, j'ai pu quand même obtenir plus de 2 850 000 voix. Cela marque la détermination du peuple malagasy à continuer vers la voie du développement, dans la continuité. Mais bien évidemment, c'est pour cette raison que je m'engage encore plus à rattraper le retard de développement de Madagascar. Et il faut que Madagascar brille. Et maintenant, nous allons continuer à travailler, à mettre en œuvre tous les plans de développement que nous avons déjà commencé pour Madagascar. Auréolé par son résultat obtenu lors de ce scrutin, le chef de l'État s'est montré reconnaissant envers ses partisans, incitant les citoyens à exercer leurs droits constitutionnels. J'ai incité justement à pouvoir donner le choix et justement à la population, au peuple malagasy, d'aller vers la voie démocratique, parce que c'est la seule voie d'accéder au pouvoir dans les règles constitutionnelles. La réélection d'André Rajoelina ouvre la voie à de nouvelles opportunités et défis pour le pays. Maintenant, les défis sont énormes. Donc il y a encore beaucoup de choses qui restent à faire, entre autres la création d'emplois, l'intégration des jeunes, tout ce qui est filets sociaux. Tout ça, ce sont des défis que je devrais m'atteler dans les années à venir. Cette victoire marque un tournant significatif dans le paysage politique de Madagascar, soulignant la confiance du peuple envers le leadership actuel. Les attentes sont élevées, les résultats reflètent non seulement l'approbation des politiques en cours, mais aussi la conviction que la stabilité politique est cruciale pour le développement continu de Madagascar. À la direction de l'Europe à présent, la capitale ukrainienne Kiev a subi ce samedi ce que les autorités ont qualifié de plus grande riposte de drones jamais subie depuis le début du conflit en Ukraine. Bilan 5 blessés. La riposte en question a ciblé différents quartiers de Kiev. Premières heures de la journée d'aujourd'hui, le chef de l'armée de l'air, Mykola Olsechuk, a déclaré que 74 des 75 drones lancés en Ukraine avaient été abattus. Et puis du nouveau dans le dossier des rejets de l'eau de Fukushima au Japon, Lee Song, représentant permanent de la Chine auprès de l'Agence internationale de l'énergie atomique, a réitéré vendredi la ferme opposition de son pays au rejet dans l'océan d'eau usée de la centrale de Fukushima contaminée par le nucléaire, exhortant Tokyo à se conformer pleinement à une stricte supervision internationale
Ce plan n'est pas une affaire intérieure, mais une question majeure de sécurité nucléaire affectant l'environnement marin mondial, la santé publique et l'intérêt public international. Propos signé Li Song, qui ajoute que la Chine y était fermement opposée et qu'elle exhortait le Japon à cesser ses rejets d'eau usée. Au Pakistan, au moins 11 personnes ont été tuées et 35 blessées ce samedi dans l'incendie ayant ravagé une partie d'un centre commercial de Karachi. Une annonce faite par les responsables de la capitale économique du Pakistan. Le bilan est encore provisoire selon la déclaration d'une porte-parole du ministère provincial de la Santé pakistanais. Et enfin, cette dernière information pour refermer ce journal, ça aurait pu être une fin tragique pour le policier américain qui avait été inculpé pour homicide volontaire dans l'affaire dite George Floyd. Derek Chauvin a survécu à une attaque qui s'est déroulée dans un pénitencier fédéral de Tucson, en Arizona, où il est actuellement incarcéré. Il a été poignardé vendredi. Selon plusieurs médias américains, la victime a été transportée vers un hôpital local pour y être soignée et examinée. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Excellente suite des programmes sur Al24 News.